Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur. Merci encore de votre fidélité. School TV Le Mac, vous le savez, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Patrice. Salut Alix, le sommaire de ce nouveau mag, le voici, le voilà, qui veut devenir délégué, alors pas de classe cette fois-ci, mais départemental. Ces femmes et hommes essentiels au bon fonctionnement de la vie scolaire lancent une opération pour séduire, pour recruter, et ça se passe dans l'Hérault. Vous le verrez dans un instant. Quel est le rôle de ces visiteurs d'école, comme on les surnomme parfois, quelles sont leurs missions, leur champ d'action, les précisions dans un instant. Et puis, comme à chaque mag, il y aura au programme une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. On parle de quoi? D'une boîte à outils spéciale inclusion. Une boîte à outils spéciale inclusion. Dans 10 minutes, c'est parti. L'expression orale avec mes invités. Bonjour Martine Deldem, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'Union départementale des délégués départementaux de l'éducation nationale. Merci d'être là. Et on est également en Skype avec Eddy Caldi. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des délégués départementaux de l'éducation nationale. Le grand public ne connaît pas forcément ces délégués départementaux et pourtant ils ont une existence ancestrale, non ? Oui, tout à fait. On est une très ancienne association. En fait, notre association, en tant que fédération, association nationale, s'est créée en 1906. Mais notre fonction, disons, officielle, existe depuis l'origine de l'école du premier degré, en tout cas quand elle est institutionnalisée, en 1833. Donc à l'époque, le DDEN, c'est un délégué cantonal, en fait, et qui intervient dans les écoles. C'est le regard un peu de la société civile dans, disons, l'école de la République. Alors, par rapport à cette évolution, bien sûr, les choses vont changer. Le rapport à l'école va aussi changer. Donc, au tout départ, cette école, disons, est une institution. On est... disons, le magistrat aux mœurs, disent certains, à cette époque-là. Aujourd'hui, disons, notre fonction évolue, elle évolue donc aussi au regard de, du rapport des citoyens à l'école. Aujourd'hui, disons, l'école est plus, perçue comme un service plus qu'une institution. Et donc, dans ce service, il y a de plus en plus une individualisation du rapport à l'école. En fin de compte, quand on a fait prévaloir l'idée de libre choix, on a installé l'école dans une posture, disons, d'usager. Et dans cette posture d'usager, eh bien, disons, il y a un certain nombre de, de petits, de grands problèmes. Et on est dans une fonction de coordination, de médiation, parce que bien l'école, c'est aussi une succession de séquences. Il y a l'avant-classe, il y a la classe, il y a ensuite la pause méridienne avec la restauration scolaire, et donc ensuite la classe et l'après-classe aussi. Et donc, auparavant, quand les enseignants du premier degré étaient, disons, hébergés dans l'école même, disons qu'ils assumaient la totalité de leur fonction de l'entrée, disons, à la sortie de l'école. Aujourd'hui, il y a différentes séquences et dans ces différentes séquences en particulier, eh bien, on a, disons, nos missions qui sont définies dans le Code de l'éducation parce qu'on a une fonction, disons, para-administrative. Dans cette fonction para-administrative, on s'occupe des questions de sécurité, des bâtiments scolaires, de la restauration scolaire, des sanitaires, des activités avant et après classe. Et donc, ces activités sont très diverses et donc on est chargé en particulier de veiller au bon fonctionnement et on établit pour ce faire, disons, des rapports de visite. Et notre fonction consiste, disons, à s'occuper de tout ce qui ne concerne pas directement la pédagogie
Et disons qu'on a une fonction, officielle, mais on a aussi une mission associative. Et dans cette mission associative, eh bien, on essaie de valoriser un certain nombre d'activités, en particulier des activités en relation avec la question de la citoyenneté. Parce que pour nous, ben, cette question-là est relativement importante. L'école n'a pas que pour but, de former, une personne pour pouvoir s'intégrer dans la vie économique et sociale, mais également pour devenir citoyen. Et donc, c'est une fonction qu'on essaie de privilégier. Alors, d'autre part, on procède aussi à un certain nombre de d'enquêtes dans cette école. Dans les dernières enquêtes, on a mené une enquête, au moment de la pandémie, et donc ensuite on a réalisé une enquête il y a 2-3 ans sur la violence et la citoyenneté. Il y a 2 ans sur la question des sanitaires scolaires, et actuellement on mène une enquête sur la restauration et la pause méridienne. On va y venir. Et d'autre part, on va y venir. On va dérouler tout ça. J'aimerais entendre Martine Deldem. On va mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il y a assez de délégués départementaux? J'ai quand même le sentiment qu'ils se font de plus en plus rares, d'où le lancement de cette opération séduction dans l'Hérault. Je crois que c'est vrai que le nombre de DDEN diminue régulièrement. Le problème dans les villes, en particulier dans les grandes villes comme Béziers, Montpellier, dans notre département, c'est que les retraités, les jeunes retraités s'investissent dans des tas d'associations et il ne reste plus beaucoup de temps pour l'école. Et puis les anciens enseignants, maintenant, quand ils prennent la retraite de l'éducation nationale, on sent qu'ils n'ont pas vraiment envie d'y retourner encore un peu. Donc, c'est un peu compliqué. Par contre, dans la ruralité, dans les villages où tout le monde se connaît, c'est quelquefois plus simple effectivement de trouver des DDEN. Bon, moi, je sais qu'en ville, je m'occupe de 5 écoles, par exemple. Bon, j'ai des collègues sur le pourtour de Montpellier qui ont 6-7 écoles. C'est un peu compliqué, surtout que les dates de conseil d'école sont souvent les mêmes pour les écoles, donc il faut un peu se couper en morceaux pour arriver à assister partout. Mais c'est quand même important de connaître la vie de l'école, ce qui s'y passe, le climat qui y règne, si les enfants sont bien ou sont en mal-être, parce que ça peut être le cas. Eddy Caldy parlait de l'enquête sur les sanitaires scolaires, mais on se rend compte qu'il y a énormément d'écoles qui ont des problèmes avec les sanitaires scolaires. Et donc, où les enfants ne vont pas au water parce que c'est pas propre, parce que ça sent mauvais. Voilà, donc c'est des petits problèmes de tous les jours, mais qui font quelquefois des problèmes énormes pour certains enfants. Concrètement, on est à la recherche de délégués départementaux aujourd'hui, que ce soit dans l'Hérault ou dans les autres départements. Martine Deldem, quels sont les critères pour devenir délégué départemental et est-ce que c'est chronophage? On ne peut pas dire que c'est chronophage. Bon, le critère principal, je pense que c'est aimer l'école de la République et aimer les enfants. Parce que c'est quand même pour leur bien-être, surtout qu'on est là en témoin, en observateur, et pour faire des remarques, que ce soit au niveau de la municipalité s'il s'agit des bâtiments, de l'entretien des bâtiments, ou que ce soit vis-à-vis des IEN, des inspecteurs de l'éducation nationale, quand il y a des soucis quelquefois dans l'école, avec un enseignant ou entre enseignants, ou avec un parent enseignant, ou quelquefois on nous demande un peu de faire de la médiation. Mais c'est que ça prend du temps si on le fait bien, parce que on fait l'enquête, la visite au moins une fois par an. Après, on fait un rapport de visite qui va servir à remonter ou à la municipalité et à l'IEN. On fait aussi des enquêtes, comme vous disiez, Eddy. Et puis, il y a les conseils d'école où nous sommes membres de droit. Donc, on assiste au conseil d'école. Il y en a en principe 3 par an. Voilà. Et puis, il y a ceux qui ont des obligations autres, comme moi. Je suis en tant que présidente de l'Union des DDEN et des DDEN 34, parce qu'il y a 2 choses. Il y a la fonction et puis il y a l'association. Je fais partie du CDEN, donc du Conseil départemental de l'éducation nationale. Et en ce moment,
On est en plein travail sur la carte scolaire et là, c'est pareil, si le DDEN, il enquête un peu pour voir, quand il y a des ouvertures ou des fermetures de proposer, quelle est la réalité du terrain et quel est le mieux pour l'école en question. Alix. Martine Deldem, est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous êtes particulièrement investie? Alors bon, particulièrement investi, c'est surtout les problèmes de sécurité finalement, de la restauration scolaire. Bon, moi j'y suis très sensible parce qu'en plus mon mari est vétérinaire, donc bon, la qualité de la restauration, c'est pour moi important. Et puis, moi je travaille aussi beaucoup sur la laïcité, puisque dans l'Hérault, nous avons institué un prix de la laïcité, hein, qui permet à des classes ou à des écoles d'avoir un projet sur la laïcité. Donc, ça peut rapprocher de la citoyenneté, de l'engagement sur les principes de la République. Et là, on a quand même une mission importante actuellement, puisque malheureusement, la laïcité, elle est un peu mise à toutes les sauces, mais pas forcément la bonne sauce. Eddy Caldi, on vous surnomme parfois les visiteurs d'école. Est-ce que c'est réducteur? Non, c'est vrai. On est effectivement des visiteurs, mais on n'est pas des lanceurs d'alerte. Moi, je voudrais souligner en particulier, disons, une grande enquête que l'on a menée en 2019 à Marseille pour la visite, par exemple, de 375 écoles des 460 écoles de Marseille. Et donc, on a pu faire, disons, un rapport de synthèse que l'on a remis là, disons, aux autorités, disons, de l'éducation nationale, hein, le DAZEN, le directeur académique, et puis aussi donc aux élus de Marseille. Et donc, pour eux, ils considèrent que le rapport que l'on a fait à l'époque, le rapport de synthèse, leur sert énormément aujourd'hui, justement pour prendre les mesures nécessaires d'une école qui était quand même, disons, avec des besoins importants, très importants en matière d'investissement, disons, immobilier. Ça, c'est disons, une des actions que l'on a pu mener. Et on l'a menée, en fin de compte, voilà, de façon assez discrète, hein, et de façon à donner des éléments pour que les élus puissent prendre un certain nombre de décisions. J'ai pas souligné tout à l'heure, on n'a pas souligné qu'on est aussi membre de droit du conseil d'école. Et donc, on participe à ce conseil d'école, disons, avec tous les membres de la communauté éducative. Et on a surtout parmi nos bénévoles, on est d'ailleurs totalement bénévole puisqu'on n'a aucune subvention de notre ministère, en fin de compte, qui est notre tutelle, notre ministère de l'Éducation nationale. Et voilà, c'est un fait assez remarquable. Disons, beaucoup d'associations qui n'ont pas, comme nous, une fonction officielle, ont des subventions. Eh bien, nous, assez curieusement, on n'en a pas. Vous souffrez, j'imagine, de la crise des vocations quand on parle de bénévolat. Oui, alors, nous, on finance totalement notre activité. Voilà, ça n'est que les cotisations de nos membres qui permettent de, disons, faire de la formation, de l'information en particulier. Et donc, on a un énorme besoin. Ce que l'on souhaite surtout, c'est effectivement pouvoir recruter parce qu'on a un renouvellement quadriennal qui va démarrer en 2025. Mais dès maintenant, on recrute des DDEN, disons, au fil de l'eau, en attendant le renouvellement quadriennal. Mais pour nous, c'est très important, d'abord, de nous faire connaître et reconnaître, y compris par, disons, les institutions. Je crois que c'est important, même si on est une vieille organisation. La question, c'est que, bon, pour nous, notre seul intérêt, c'est l'intérêt des enfants qu'on met au centre de nos préoccupations. Et donc, aujourd'hui, disons, dans cette approche un peu plus consumériste au regard de l'école, eh bien, et cette individualisation au regard de l'école est de moins en moins perçue comme un projet collectif. Pour autant, ce projet collectif est nécessaire,
On le voit parce que, disons que notre société a besoin, en fin de compte, de se vivre ensemble et on va plus loin. Nous, on souhaite, disons, pouvoir rassembler dans l'école tous les jeunes, quelle que soit, en fin de compte, l'origine sociale, quelles que soient, en fin de compte, les convictions des parents, pour nous, la fraternité nationale. Je crois que c'est, disons, voilà, on est au cœur de, disons, de cette revendication de la citoyenneté, de la laïcité, pour que justement notre société soit de plus en plus rassemblée et non pas séparée. Alix. Et justement, Martine Deldem, comment est-ce qu'on promeut la citoyenneté et la laïcité quand on est DDEN? Ça passe par quel type d'action? Alors ça passe par des projets qui sont menés par les enseignants dans une classe ou dans une école. Savoir qu'il y a des sujets qui permettent de s'engager dans cette voie. Par exemple, l'élection de délégués élèves dans les CM1, CM2, parce que bon, avant ils sont un petit peu jeunes, mais dans ces délégués élèves, justement, sont des représentants de tous les élèves et ils sont aussi médiateurs dans certaines situations. Par exemple, sur la cour de récréation, la règle de bien vivre ensemble, ne pas tolérer que ce soit que les garçons qui investissent la cour de récréation avec le ballon parce qu'ils jouent au foot et que les filles soient reléguées dans un coin. Ça, c'est une question. D'autres choisissent de travailler sur les principes de la République, avec des répercussions, par exemple, d'associations, de conventions avec une EHPAD voisine, d'aller voir les personnes âgées, de discuter avec eux. Elles sont capables de transmettre des valeurs, mais les enfants sont aussi capables de leur apporter un peu de bonheur et de détente. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se faire. Travailler sur des livres ou des textes particuliers. Mais c'est tout à fait selon l'âge. Par exemple, en maternelle, il y a eu beaucoup de projets de plantation d'un arbre de la laïcité, donc qui permet aux enfants de savoir, de se reconnaître dans la République, comme disait Eddy Caldy, quelle que soit leur croyance, leur milieu social. Et ça, c'est important puisqu'il faut que tout le monde vive ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut avoir les mêmes bases et les mêmes principes, je pense, de vie en commun. De vivre ensemble, et encore une fois, vous l'avez bien dit sur votre message, se rassembler, quelle que soit son origine sociale. On en parle, on continue à en parler dans un instant, juste après la loupe d'Alix Nguyen. Et Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'une boîte à outils dédiée à l'inclusion. Oui, elle s'appelle Adaptabox. C'est l'invention de l'association Une école inclusive pour tous. Au sein de cette association, des parents d'enfants en situation de handicap, des AESH et des enseignants mutualisent leurs efforts pour sensibiliser et faire influencer les évolutions législatives vers plus d'inclusivité. Audrey Tatry est à l'origine de cette initiative, motivée par son combat pour l'inclusivité scolaire de son fils. Elle a d'ailleurs remporté une victoire significative devant le tribunal administratif face à l'Éducation nationale. C'était en janvier 2023. Et depuis septembre dernier, donc, Audrey et les membres de l'association travaillent sur un projet, l'Adaptabox, une boîte permettant d'apporter des outils simples et facilement utilisables aux équipes éducative. L'objectif n'est pas des moindres puisqu'il s'agit à terme de le mettre en œuvre dans chaque classe de chaque établissement scolaire français. Plusieurs rencontres, notamment avec Gabriel Attal, lorsqu'il était à la tête du ministère de l'Éducation, ont finalement abouti sur la validation du projet. Il devrait être mis en place en septembre 2024 dans une soixantaine de classes de CP, CE1 et CE2 réparties dans les 3 départements du 77, 93 et 94. En cas de succès de la phase pilote, un déploiement national sera envisagé. On écoute Audrey Tatry, la présidente de l'association.
Donc l'Adaptabox, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une boîte à outils qui contient un grand nombre de matériel qui va être justement nécessaire et indispensable pour les apprentissages et enseignements en fonction des troubles des enfants à besoins particuliers, justement. Et on s'est dit que pourquoi pas créer justement cette boîte à outils avec des AESH, enseignants, du médico-social. On se met tous autour d'une table et on voit qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les écoles, que ça soit facile et ludique en même temps, parce que également, si on rentre trop dans le médico-social pour les enseignants, le risque qu'on a, c'est que finalement ça ne suive pas derrière, que ça soit trop compliqué. Donc le but, c'est qu'on reste vraiment sur quelque chose de très simple, très ludique, pour que ça soit utilisé au quotidien par les enseignants et les AESH. Et dans cette boîte, on trouve entre autres une fiche axée sur les difficultés rencontrées par l'élève selon son trouble, les recommandations, préconisations et outils nécessaires pour répondre aux besoins en question. Concrètement, ça peut inclure un casque anti-bruit, un sablier, une balle anti-stress ou encore une roue des émotions, des outils dont les bienfaits sont encore méconnus. Or, il y a un vrai enjeu puisque selon l'association, leur compréhension pourrait favoriser une plus grande acceptation en classe par les élèves bien sûr, mais aussi par les enseignants. Eddy, est-ce que l'Adaptabox, ça peut être un bon remède pour plus d'inclusion selon vous? Oui, tout à fait. Et donc, notre prochaine enquête va porter sur la question de l'école inclusive. Et donc, pour nous, c'est l'accueil des élèves handicapés, et en particulier, on va mener cette enquête avec une association nationale qui s'appelle l'APAJ, l'APAJH. Disons, ces actions que l'on mène dans le cadre de notre fonction associative, ces actions sont, une action qui existe depuis une cinquantaine d'années, qui a évolué. D'ailleurs, on fête cette année le 50e anniversaire. Cette action en particulier a été menée et conduite par notre vice-présidente nationale, en 1974, qui était Madame Madeleine Zé, épouse de Jean Zé, donc vice-présidente de notre association. Cette action s'appelle le Concours national des écoles fleuries. On a prolongé, disons, cette action vers la question du développement durable, et cette action maintenant, s'intitule, Concours national des écoles fleuries pour un développement durable et citoyen. Et par ailleurs, on a, il y a 5 ans, mené aussi, un autre concours. Le concours, ce n'est pas une compétition pour nous, c'est une participation. Et donc, ce concours, là aussi, a évolué dans son intitulé. Avec l'accord des parents de Samuel Paty, ce concours, s'appelle Samuel Paty construire citoyen. Voilà, parce que, on milite depuis le départ. Notre association s'est créée en 1906, juste après 1905, la séparation des églises et de l'État. Et donc, on défend l'idée d'une école publique, laïque, qui puisse accueillir l'ensemble de la population scolaire. Et on développe ces concours et on va faire la remise des prix nationaux, au courant du mois de mai cette année, et avec en particulier pour le concours Samuel Paty se construire citoyen, la participation de la défense des droits. Voilà, pour remettre ces prix à différentes écoles qui participent, à nos 2 concours. Martine Deldem, vous l'avez précisé tous les deux, effectivement, les DDEN, les délégués départementaux de l'éducation nationale, s'occupent de tout, sauf de la pédagogie. Mais est-ce qu'avec vos rapports, vous arrivez à faire... Est-ce que vous êtes force de proposition? Est-ce que vous arrivez à insuffler ou à faire passer quelques idées? Martine? Disons que dans les projets d'école, c'est sûr qu'on peut donner une opinion au cours du conseil d'école, mais c'est quand même le travail et le précaré des enseignants. L'enseignant actuellement a la liberté pédagogique, donc c'est-à-dire qu'il enseigne ce qu'il a à enseigner, puisqu'il a des obligations.
mais à sa façon. Et là, on n'intervient pas vraiment. Par contre, sur l'école inclusive, nous sommes un peu, quelquefois, mises à contribution pour rechercher des AESH. Parce que, comme vous le savez, ces personnes sont indispensables pour certains troubles des enfants, mais le problème, c'est que ça a été fait à l'emporte-pièce, qu'il y a un manque de formation, et puis surtout, je pense que la rémunération qu'ils ont font l'objet, pour nous, d'un manque de considération, parce que le travail qu'ils font est important. Quelquefois, ils sont toute la journée, hein, puisque maintenant, beaucoup d'AESH continuent à aider leurs élèves pendant la pause méridienne et la restauration scolaire. Donc, ce sont des longues journées, mais qui ne sont pas vraiment valorisées comme ils devraient. Alix. Et vous, Martine, justement, vous pensez quoi d'un outil comme l'Adaptabox ? C'est tout outil qui peut aider l'élève à se sentir bien dans l'école. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais je ne connais pas complètement cette association, donc je vais m'enseigner. Mais c'est vrai que il y a des choses indispensables. Par exemple, pour les enfants dyslexiques, d'avoir une tablette à disposition peut leur permettre de mieux suivre les enseignements du professeur, alors que sans ça, c'est vrai que l'aide de l'AESH n'est pas forcément très facile à ce niveau-là. Eddy Caldi, dernière question, réponse rapide s'il vous plaît. À ceux qui hésitent à devenir délégués départementaux, vous avez quoi comme argument? Pourquoi, effectivement, doivent-ils franchir le pas? Écoutez, je crois qu'il y a un certain nombre de bénévoles qui pensent que notre, disons, activité est chronophage. Ce n'est pas le cas. Disons, c'est l'équivalent, en gros, de 7 à 8 réunions de 2 heures dans une année scolaire. Donc, vous voyez que c'est tout à fait supportable. Et puis, je crois qu'on a besoin, en fin de compte, de s'investir auprès des jeunes aujourd'hui. Et je crois que, justement, ce brassage de la population est entre des plus jeunes et puis les DDEN qui sont pour partie, disons, des retraités. Mais on peut être DDEN, disons, en étant plus jeune, à partir de 25 ans. En fait, et je crois que c'est important. Et je crois que l'école, c'est un projet fondamental pour le devenir de notre société. L'école disait, par exemple, disons Condorcet, et ensuite Jules Ferry, qui revendiquaient l'égalité en éducation, parce que pour eux, en fin de compte, l'école, c'est, disons, le fondement même de la démocratie. On forme un citoyen, et ce citoyen, en fin de compte, c'est lui qui fait vivre la République. Et il y a un lien consubstantiel entre justement l'école et la République par les principes partagés, voilà, que sont le triptyque liberté, égalité, fraternité, et on y ajoute, nous, laïcité. Je crois que c'est quelque chose de relativement important. Merci beaucoup, Eddy. Ça sonne chez vous. Eddy Caldi, président de la Fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale, et Martine Deldem, qui est donc présidente de l'Union départementale des DDEN de l'Hérault. L'Hérault où on recrute. N'hésitez pas à contacter effectivement Martine Deldem. Merci infiniment à tous les deux. On se retrouve très bientôt. On fera un nouveau point d'étape. Un immense merci à toi, cher Alix. On se retrouve demain. À demain. À demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag.